Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue pour cette deck tech de Slime Food Squee. Aujourd'hui je vais faire cette vidéo seul, mais j'ai été accompagné dans la rédaction et dans la prise d'information par Rafik. Je le présenterai un tout petit peu plus tard. Aujourd'hui on va voir justement la présentation de l'invité, qui est le général Slime Food Squee. On va prendre une vision un petit peu macro, donc j'ai fait une synthèse de la decklist de Rafik ainsi que de la mienne. Avant de rentrer dans une vision plutôt micro avec le contenu du deck, on va aborder la stratégie midrange, voir les différents match-ups, donc comment va se comporter le deck par rapport aux autres decks qui sont dans le metagame, et quelle est un petit peu l'actualité et l'historique du deck. Allez, c'est parti, on commence. Rafik, c'est donc un joueur de Duel Commander qui fait de belles performances depuis plusieurs années, qui est entre autres le champion de France l'année dernière. C'est un joueur qui a fait des performances avec de nombreux decks, mais principalement Slimefoot. C'est donc un plaisir de pouvoir faire cette vidéo en collaboration avec lui. Slimefoot Squee, c'est un général qui est une 3-3 pour 3, aux couleurs Jund, qui est un fungus et un gobelin. Il a une capacité d'arriver en jeu et lorsqu'il attaque, de créer jeton 1 saprobionte vert, mais également, pour 4, et quand il est dans le cimetière, on peut sacrifier un saprobionte faire revenir Slimefoot et jusqu'à une autre créature de notre cimetière directement en jeu. C'est donc un général qui, à travers sa deuxième capacité, contourne la commande taxe, mais avec la condition assez restrictive de devoir sacrifier un saprobionte. Il a le bon goût également de poser du board, à la fois quand il arrive en jeu, mais généralement aussi quand il attaque. C'est donc le récipient parfait, concocter un deck midrange. Parlons un petit peu du deck au niveau macro, donc on va voir un petit peu en synthèse comment est-ce qu'on peut le résumer quelques chiffres avec le main deck. 2 Planeswalkers, 36 créatures, 7 rituels, 6 éphémères, 3 artefacts ainsi que 7 enchantements. Étant donné qu'on joue beaucoup de dorks, on peut se permettre de ne jouer que 38 terrains. On voit que c'est une liste qui est globalement homogène mais quand même axée sur les créatures. C'est représentatif en somme d'un deck midrange. Si on se penche un petit peu au niveau de la mana curve, on voit qu'elle est très concentrée sur les valeurs de mana 1, 2 et un petit peu moins mais également 3 et 4. Les valeurs de mana hautes, on va retrouver par exemple les Landseekers ou les élémentaux qui vont pouvoir se pitcher. On peut donc dire que la curve de mana est très basse. On attaque maintenant avec le cœur du deck. Fist est un Planeswalker qui remplit plusieurs fonctions. Tout d'abord, il a le bon goût d'être une créature quand il n'est pas en jeu, donc on peut aller le tutoriser sur n'importe quel tuto à créature. Son plus 1 va nous aider un petit peu comme Slimefoot Squee à prendre le board, donc à swarmer avec beaucoup d'insectes, meuler quelques créatures ou quelques cartes qui pourraient se trouver être pertinentes pour la suite. Son moins 2, étant donné qu'on a un board conséquent en général, va agir comme un véritable anti-bet sur patte. Son moins 5 peut agir comme un finisher lorsque la partie dure un petit peu. Petit tricks, on peut renvoyer Grist depuis le cimetière avec la capacité de Slimefoot. Minskenbu va agir pour le coup, lui, comme un véritable finisher, avec sa capacité à poser des jetons boue à répétition, les transformer en grosses créatures, célérité piétinement. Aussi, son moins 2 peut nous permettre de nous refaire une main au prix d'un petit bout. Il faut tout de même faire attention que la création du jeton boue est une capacité d'arriver en jeu quand on le lance. Donc l'adversaire peut avoir une réponse, infliger 3 blessures à notre Minskenbu, donc le Planeswalker, pour le détruire. C'est un outil redoutable, mais il comporte également quelques petites failles. Parmi les créatures à 1, on va retrouver exclusivement les Dorks. Donc ce sont des créatures qu'on va pouvoir engager pour ajouter du mana. Certaines vont avoir des petites capacités annexes qui pourront être pertinentes. D'autres vont simplement être des dérivés d'elfes de l'anneau noir. Donc on a Arbor Elf qui va nous permettre de dégager une forêt. Donc ça peut être un bilan par exemple pour ajouter autre chose que juste du vert. Birds of Paradise est une 0-1 vol, donc avec une petite capacité évasive qui va principalement pouvoir bloquer d'autres créatures avec le vol. Nous permet d'ajouter un mana de la couleur de notre choix à notre réserve. Rite Shaman peut être également considéré comme un mini Planeswalker à 1 puisqu'il a plusieurs capacités qui vont venir exiler des cartes des différents cimetières. Donc ça peut être soit un terrain pour ajouter un mana, soit un éphémère ou un rituel pour infliger 2 blessures à un adversaire, ou encore exiler une créature d'un cimetière pour gagner 2 points de vie. Lighted Halfling va soit s'engager pour ajouter un incolore, soit ajouter un mana de la couleur de notre choix à notre réserve pour lancer un sort uniquement légendaire, mais va nous proposer en contrepartie qu'il ne puisse pas être contrecarré par des sorts ou des capacités. Elves of Deep Shadows ajoute du mana noir pour le prix d'un petit PV. Lich Mystic, Findhorn Elves et Lanoir Elves sont identiques, ce sont des elfes à mana vert. Gilded Goose n'est pas jouée dans toutes les listes, j'ai décidé de le faire. C'est à la fois dork, mais aussi elle propose de créer un jeton foot qui peut nous permettre de gagner des précieux PV, notamment contre des match-ups agressifs, pour être compliqué. Niob Hierarch va venir ajouter n'importe quel mana des couleurs Jund, en plus va proposer la capacité exaltée qui donne +1/+1, une créature qui attaque seule. À partir de la valeur de mana 2, on va commencer à retrouver des créatures qui sont intrinsèquement bonnes, qui est un des critères principaux de midrange. On commence avec
Accursed Marauder, qui est une 2-1 pour 2, qui a une capacité d'arrivée en jeu qui va demander à chaque joueur de sacrifier une créature non jeton. Ça va être vraiment utile, notamment contre des decks qui vont jouer peu de créatures mais qui vont être beaucoup plus impactantes, par exemple Light Pose ou encore Fatraxa Utivit. Ça va permettre de casser un petit peu cet effet de sacrifice en nous ne sacrifiant que cette 2-1 et lui devra sacrifier sa seule créature. Tinkerbloom, qui est une 3-2 pour 2, où on peut venir payer un incolore, le sacrifier, et choisir soit de détruire un artefact, un enchantement ou de proliférer. On joue également Bob, donc à savoir Dark Confident, qui est une 2-1 pour 2 et qui va nous dire qu'au début de notre entretien, on va révéler la carte du dessus de notre bibliothèque, la mettre dans notre main, mais perdre un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Alors pour le coup, ça a été un petit point de discussion avec Rafik. Moi j'étais plutôt contre le fait de la jouer parce que je me focalisais vraiment sur le fait qu'il y a certaines valeurs de mana qui vont être assez hautes et qui peuvent vraiment nous punir sur cet effet. Mais en fait, on se rend compte en regardant un petit peu les statistiques qu'on a plus d'une chance sur deux de ne prendre que 0 ou 1 point de vie. Et généralement, les match-ups dans lesquels les points de vie vont être pertinents, c'est les match-ups aggro. Et ces match-ups-là, on va généralement être bien positionné contre eux. Donc au pire, on peut soit envoyer notre Dark Confident dans des attaques un petit peu suicides, ou alors le garder en tant que bloquant pour justement le faire aller directement au cimetière. Pour le coup, le Proliferate de Kenkerbloom va être assez pertinent avec Horror of Bones est une 2-2 pour 2 et qui dit qu'au début de notre entretien, on peut exiler une carte d'un cimetière. On peut également payer 2, l'adapter en lui mettant 2 marqueurs +1/+1. Quand on fait ainsi, on va pouvoir mettre directement en jeu une des créatures qu'on a exilées avec sa capacité, qu'on devra sacrifier à la fin du tour. Créature qui va avoir haste et qu'on devra sacrifier à la fin du tour. Night Curator est venu remplacer Scavenging Ooze dans le rôle de venir nettoyer les différents cimetières. C'est une 3-3 pour 2, donc elle est légèrement overstatée, et elle va le devenir énormément à partir du moment où on aura exilé 4 différents types de cartes dans les cimetières. Elle va gagner +4/+4 et le piétinement. Étant donné que le mana vert est notre couleur principale, et c'est la couleur que vont ajouter par défaut nos dorks, le double vert ne va pas vraiment déranger. Moloch, c'est une gestion et en même temps une créature, puisque quand il arrive en jeu, on peut choisir de moduler sa force avec le X, qui va se battre contre une autre créature. Si cette créature devrait mourir ce tour-ci, elle sera exilée. Kishbo Masters, avec ses capacités flash, peut venir vraiment surprendre l'adversaire et fausser tous ses calculs, notamment en phase d'attaque, puisque quand il arrive en jeu, il va infliger une blessure n'importe où et amasser Orc 1, donc créer un jeton 1. Mais également quand l'adversaire va venir piocher des cartes supplémentaires en plus de celles de sa phase de pioche. Mogoy, c'est une carte emblématique de Magic, qui va être bien souvent overstatée par rapport à son coût de mana de 2. On le verra, mais elle a des synergies avec des créatures qui ont des valeurs de mana supérieures. On peut maintenant parler d'une famille de Goyf. White of the Reliquary va venir ressembler un petit peu au Goyf, puisque ça va être une 2-2 pour 2, mais qui va être rapidement overstaté. Il a le bon goût d'avoir la vigilance. On peut sacrifier une créature pour aller chercher un terrain de notre choix. Bien souvent, ce sera un des deux terrains qui nous propose de sacrifier une créature pour activer une capacité. Wildfire Wickerlock, Wildfire Wickerfall est une 3-2 célérité pour 2, qui peut bénéficier de +1/+1 et du piétinement à partir du moment où on a autre type de carte dans notre cimetière. Pour le coup, si on l'exile sur une capacité de Knight Curator, il compte comme 2 types. Il compte également comme 2 types pour les capacités de Tarmogoyf. C'est la raison principale de son ajout dans le deck. 3, on va avoir un petit peu moins de créatures puisque on est sur la mana value du général. Il faut donc que ce soit des créatures vraiment impactantes ou utilitaires. Avec par exemple Barrogoyf, qui va être du coup dans la lignée de Tarmogoyf, une créature qui va être à la fois Death Touch Lifelink et qui va avoir une capacité de nous faire meuler autant de cartes qu'il a infligé de blessures pour récupérer une carte de créature parmi celles-ci. C'est un véritable mur pour tout deck qui essaye de passer par le board et il va venir creuser un différentiel de points de vie qui est conséquent étant donné qu'on a tendance à remplir assez facilement notre cimetière. Broadside Bombardiers synergise extrêmement bien avec le deck étant donné que c'est à la fois une créature évasive avec sa capacité de menace et de célérité, mais aussi un outil létal avec sa capacité de boost qui nous permet de sacrifier soit une créature, soit un artefact qu'on contrôle pour infliger un nombre de blessures égal à sa valeur de mana plus 2. Si on sacrifie Slimefoot, on peut infliger 5 blessures, une Fury 7 ou les Landcyclers, on peut même infliger 8 blessures. Ça nous permet également de sacrifier Slimefoot pour pouvoir réactiver sa capacité après la phase d'attaque, remonter une créature supplémentaire depuis notre cimetière. En parlant de ça, Detective Phoenix a vraiment apprécié le fait d'y être au cimetière. Ça va être une créature très pertinente à aller chercher sur nos piles de survie du plus apte, étant donné qu'on peut le relancer depuis le cimetière avec ses capacités de Bestow en exilant des cartes pour une valeur totale de 6. Ça va donner plus de vol et célérité à la créature qui sera enchantée. Et si jamais cette créature est détruite, on récupère le phénix directement en jeu. Endurance est une excellente carte qui va avoir à la fois flash, mais également la portée et être une 3
4, 3. Il va vraiment agir comme une ambush viper dans les phases d'attaque, mais surtout, ce qui est important, c'est sa capacité à remélanger un des 2 cimetières directement en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. En plus, on peut le lancer soit pour 3 mana, il va rester en jeu, soit l'évoquer en exilant une carte verte de notre main. Il va être très pertinent non seulement dans le miroir, mais aussi dans tout match-up où l'adversaire va essayer de profiter de cartes de son cimetière. Magus of the Moon est une créature qui fait parfois des allers-retours dans la decklist. En fait, elle va être jouée en fonction du méta dans lequel Slamfoot va évoluer. Étant donné que Tamiyo vient d'être banni, on attend un retour des decks contrôle lourd comme Tivit ou Fatraxa, qui vont être vraiment sensibles au Moon Effect. Screaming Nemesis, c'est un nouvel ajout de Duskmourn, qui est une 3-3 pour 3 qui a la célérité, et qui va avoir une sorte de capacité où elle va être simili imbloquable, puisque si elle subit des blessures, eh bien elle les rétribue où elle souhaite, donc à n'importe quelle cible, et si jamais la cible, eh bien c'était l'adversaire, il ne pourra plus jamais gagner de points de vie. C'est donc très utile dans un metagame où il y a pas mal d'effets avec le lien de vie, en pensant typiquement à Aragorn par exemple, ou les decks Amalia et Sorin qui commencent à faire un petit peu parler d'eux. Ça permet aussi par exemple de bloquer 2 de 2 sans devoir trade notre créature. Les créatures à partir de 4 vont être des créatures qui vont être très impactantes à leur arrivée en jeu. Glyph par exemple, ça va être une 3-2 menace pour 4 corps, mais ça va surtout être un effet de saisie le prix d'une carte noire de notre main, puisque quand il arrive en jeu, on va regarder la main de l'adversaire, choisir une carte non terrain, la défausser. Elle va être très pertinente notamment dans des match-ups où on sait que l'adversaire peut avoir une interaction, typiquement une gestion, un exil ou un contre, pour venir vérifier que la voie est libre, qu'on peut développer nos autres menaces. Liner Scarlet est une créature qu'on va pouvoir aller par exemple tutoriser, qui va empêcher l'adversaire de bloquer, étant donné qu'on joue vraiment sur les battles de board, ça permet vraiment de casser cet équilibre, en disant que en fait l'adversaire n'a pas le droit de bloquer ce tour-ci. Et si jamais ça ne suffit même pas pour tuer, on peut au début de notre entretien exiler la carte du dessus de nos bibliothèques face cachée et la jouer jusqu'à la fin du tour. Elle vient donc même faire du card advantage. Urgoyf, c'est le grand frère de la famille des Goyf, puisque quand il arrive en jeu, ou n'importe quel autre Lurgoyf arrive en jeu, va infliger un nombre de blessures égal à sa force. Certains joueurs ne jouent plus aucune créature avec l'initiative. J'ai décidé d'en garder au moins une dans le deck, plutôt la verte au profit de la rouge, étant donné que celle-ci, la vigilance, ajoute du mana et a 4 d'endurance. La capacité Initiative qui nous fait rentrer dans un donjon et qui nous rajoute une mécanique que l'on ne peut pas retirer une fois qu'elle a débuté, va vraiment aider à clôturer des parties qui pourraient être quasiment perdues d'avance, notamment contre contrôle. Chaos Defiler, c'est un des véritables powerplay du deck, que quand il arrive en jeu, on va choisir un permanent et le détruire. C'est également le cas quand il va mourir. Attention, sa capacité ne trigger pas si jamais il est exilé. C'est probablement une des meilleures cartes réanimées avec Slamfoot, puisqu'il peut gérer n'importe quel type de permanent non terrain. Fury, c'est le dernier des élémentaux, peut soit être lancé pour 5 en tant que 3-3 double initiative, qui propose quand même une cloque assez conséquente, soit évoqué depuis la main pour le prix d'une carte rouge. S'il arrive en jeu, il fait un effet de pyrokinésie, il inflige donc des blessures réparties comme on veut, sauf que là où il se différencie de pyrokinésie, c'est qu'il peut infliger des blessures également aux Planeswalkers. Ensuite, on va jouer les 3 Landseekers, avec Nerus Ent, qui est une 5-7 portée pour 6. Et quand elle arrive en jeu, crée un jeton Food. Olifant, une 6-4 piétinement pour 6. Quand il attaque, va donner +2/+0 et piétinement à une autre créature attaquante. Et Troll of Khazad-dûm, qui est 6-5 pour 6, qui va avoir une sorte de super menace, étant donné qu'il ne peut être bloqué que par 3 créatures ou plus. Enfin, on a un des derniers ajouts du deck, avec Métamorphosis Fanatique, qui est une 4 liens de vie pour 6. Quand il arrive en jeu, il va renvoyer une créature directement de notre cimetière, mais en plus avec un marqueur lien de vie. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas de marqueur fatalité, donc on ne sera pas obligé d'exiler cette créature quand elle va mourir. Il a surtout le bon goût d'avoir le miracle pour un petit mana incolore et un petit mana noir. C'est ce qui va justifier, on le verra un petit peu plus tard, l'ajout de Worldly Tutor pour aller directement chercher le fanatique, le mettre au-dessus et le tour d'après, venir le piocher et hop, miracle, on peut le lancer pour 2. C'est aussi une excellente cible sur Bursting Pod, mais ça on le verra juste après. Voyons à présent les différents rituels qui sont joués dans le deck. On commence avec Crimson Zenith, va être un tutor assez polyvalent qui va nous permettre d'aller chercher depuis notre bibliothèque directement une carte de créature verte. J'ai fait le choix de ne pas jouer Dryad Arbor, mais si ça avait été le cas, ça aurait pu être un dork supplémentaire. Reanimate va renvoyer une créature de n'importe quel cimetière en jeu pour le prix du nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Saisie dépensée, un peu comme Chagrin, va venir regarder la main adverse, défausser une carte de notre choix et nous faire perdre 2 PV. Nurse, c'est comme Reanimate, mais seulement dans notre cimetière et seulement avec une mana valeur de 3.
moins, mais il peut également être recyclé lorsqu'il n'est pas vraiment pertinent. Demonic Tutor nous permet d'aller chercher la carte de notre choix pour 2 mana, ce serait vraiment un tort de s'en priver. Eldritch Evolution nous coûte une carte de créature, mais nous permet d'aller en tutoriser une avec une valeur de mana qui va être jusqu'à 2 supplémentaires de celle qu'on va sacrifier. Par exemple, sur un Foot and Squeeze sacrifié, on peut aller chercher une Fury, Chaos Defiler ou une Headliner Scarlet par exemple. Lorsque la partie a tendance à durer, qu'on sait beaucoup échanger nos ressources, qu'on est venu par exemple exiler un petit peu les créatures des cimetières, Living Death va venir mettre le dernier clou dans le cercueil, faisant sacrifier tout le board des 2 joueurs, renvoyer directement depuis le cimetière en jeu toutes celles qui y étaient. Bien souvent, on va pouvoir le faire après une phase d'attaque où on s'est arrangé pour perdre un maximum de ressources et en laisser un maximum à l'adversaire, et ça va nous permettre de réactiver toutes les capacités d'arriver en jeu. Bien souvent, c'est synonyme de victoire. Foot and Squeeze joue principalement en tant qu'éphémère des gestions. On commence avec Fatal Push, qui permet de détruire une créature de valeur de mana 2, mais si jamais un permanent a quitté notre champ de bataille, ça peut aller jusqu'à une valeur de mana de 4. Lightning Bolt, c'est la foudre universelle, ça inflige 3 blessures à une cible créature au joueur. Worldly Tutor, comme j'ai pu l'aborder, nous permet d'aller chercher directement une carte de créature pour la mettre au-dessus de notre bibliothèque. Si on le fait en fin de tour adverse, ça nous permet de bénéficier de la créature pendant notre tour. Rub Decay, c'est une gestion incontrable qui vient détruire n'importe quel permanent non-terrain avec une valeur de mana de 3 ou moins. Cette petite ligne qui mentionne que c'est incontrable permet de tourner autour non seulement des contres, mais également de la capacité Ward. C'est une sorte de démonique tutor, mais un petit peu plus risqué, sauf qu'il va être en éphémère, donc on peut exiler des cartes du dessus de notre bibliothèque, définitivement, s'arrêter sur une carte de notre choix, étant donné qu'on ne joue que des cartes qui vont avoir des noms différents. Flare of Malice, ça remplit plusieurs fonctions, c'est à la fois un très bon removal, mais c'est aussi un sac outlet spontané, par exemple pour Slimefoot. Au niveau des artefacts, Skullclamp est un outil très puissant étant donné qu'on va jouer beaucoup de créatures qui vont avoir un d'endurance. On va pouvoir les transformer en une divination, puisqu'on va pouvoir piocher 2 cartes. Ici, ça nous permet d'envoyer des créatures en phase d'attaque, sans avoir peur de les perdre, puisque si jamais c'est le cas, non seulement on pourra les remonter avec l'effet de Slimefoot, mais en plus on va piocher 2 cartes dans l'équation. Smuggler's Copter va être principalement là pour pallier une des faiblesses du deck, c'est que on ne gère pas très bien les créatures avec le vol. En plus, il ne va pas pouvoir être gérable pendant les tours adverses, puisque ce sera un artefact, et non pas une créature. Son effet de loot, donc à savoir de pioche et de défausse, est optionnel, mais peut nous être très bénéfique, notamment si on défausse des grosses créatures qu'on pourra réanimer ultérieurement. Forcing Pod, c'est une carte qui est très précieuse, étant donné que ça va être un effet de tuteur qu'on va pouvoir activer tous les tours. On va avoir pas mal de petites chaînes de pod dans le deck. Si on prend d'orc, on peut aller chercher un drop 2 impactant. Si on sacrifie drop 2, on peut aller chercher drop 3 encore plus impactant, et ainsi de suite. Mention spéciale, quand on sacrifie un Chaos Defiler pour aller chercher un Métamorphosique Maniaque, qui va ensuite réanimer Chaos Defiler, avec en plus le lien de vie, parce que sinon c'est pas drôle. Le deck joue 2 cartes qu'on peut assimiler à des dorks supplémentaires, à savoir Utopia Sprawl, qui va ne s'enchanter que sur une forêt, mais qui va nous permettre d'ajouter un mana de la couleur de notre choix. Et Wild Growth, qui va s'enchanter sur n'importe quel terrain, mais par contre ne nous ajoutera que du vert. Made Dead, c'est un sort de réanimation supplémentaire, qui va ne coûter que 2, mais qui va donner -1, -0 à la créature qu'on va réanimer. Goblin Bombardment nous permet, en tant que Sack Outlet, de venir pinguer tout ce qui bouge. Pour un Saprobion de sacrifier, on peut détruire un dork adverse, Yoshimaru qui vient d'arriver en jeu, ou tout simplement infliger des dommages qui vont être létals à l'adversaire. Survival of the Fittest, c'est une véritable usine tutor, étant donné que pour un petit mana vert et une carte de créature défaussée, on peut aller en tuto une autre et la mettre dans notre main. On va avoir tout un tas de boucles, un petit peu comme Bursting Pod avec Survival, qui implique principalement Detectives Phoenix, ou des grosses créatures réanimées, notamment avec le Maniac par exemple. Ensuite, le deck va venir jouer Fable of the Mirror Breaker, qui remplit un petit peu une fonction d'être plusieurs menaces en une, étant donné que 3, on a un enchantement qui va tourner en lui-même, mais on va aussi avoir une 2-2 Gobelin et Chaman qui, à chaque fois qu'il attaque, va nous créer un trésor, donc va générer de la value. Avec le deuxième chapitre, on va pouvoir défausser des cartes qui ne sont pas forcément pertinentes dans notre main, ou au contraire qu'on aimerait voir au cimetière, pour repiocher d'autres cartes. Et enfin, au troisième chapitre, on va avoir une sorte d'effet de Kikijiki, puisque pour un mana incolore, on va pouvoir l'engager dès
dès qu'il n'aura plus le mal d'invocation pour créer un jeton qui va être une copie d'une créature non légendaire qu'on contrôle. Étant donné qu'on a beaucoup de créatures qui vont avoir des effets d'arrivée en jeu, ça va nous permettre de générer énormément de valeur. Mention spéciale, si on active sa capacité en fin de tour adverse, eh bien on va pouvoir garder le jeton jusqu'à notre fin de tour à nous. Enfin, on joue Recurring Nightmare. Là pour le coup, c'est Rafik qui m'a vraiment montré la pertinence de jouer cette carte au-dessus de Chthonian Nightmare, étant donné que certes ça coûte un incolore de plus, mais par contre on peut renvoyer sans aucune condition de valeur de mana des créatures depuis notre cimetière en jeu. La question pouvait se poser auparavant, mais avec l'ajout du fanatique, là vraiment on ne se pose même plus la question. Il faut jouer Recurring Nightmare au-dessus de Chthonian Nightmare. Au niveau de la base de mana, on se rend compte en fait que vert va être la couleur principale, suivie du noir et enfin du rouge. On va donc axer cette mana base principalement sur les couleurs Golgari, en commençant avec les fetch qui sont disponibles dans les couleurs jaunes, donc Marsh Flats, Arid Mesa, Windswept Heath, Fluted Delta, Scalding Tarn, Milky Rainforest, Bloodstained Mire, Verdant Catacombs, Wooded Foothills et Prismatic Vista. Ensuite, on a les terrains qu'on va pouvoir aller switcher directement avec ces terrains. Donc Crocus Theater, Underground Mortuary sont également les 3 Bilands, Badlands, Bayou, Taiga, ainsi que les 3 Ravelands, Blood Crypt, Underground Tomb et Stomping Ground. J'ai placé aussi ici Command Tower qui est vraiment le terrain universel qu'on joue tout dès qu'on a au moins 2 couleurs en Dual Commander, ainsi que Mutavault, le Sunman Land qui va être joué exclusivement pour sa capacité de shapeshifting, être un saprobion, donc après une Vrasse par exemple, de pouvoir s'animer parmi nos terrains, et 4 pour remonter un Slamfoot ainsi qu'une autre créature depuis le cimetière. Donc comme je vous l'ai dit, la base mana va être principalement axée Golgari, donc on joue les 3 Fastlands, Cleave Cliffs, Blooming Marsh, Copperline Gorge, le Painland Golgari, Lianoa Wastes, ainsi que Grul, Pleasant Forest, le Checkland, Noir-Vert. Enfin, on a aussi des terrains qui sont monochromes ou incolores. Les 2 Sacklands font partie des plus importants étant donné qu'ils nous permettent d'empêcher Flamefoot d'être exilé, mais aussi de faire des triggers sans qu'on ait d'autres sac outlets. Donc on a Phyrexian Tower qui peut nous ajouter 2 mana noirs. On a l'Azotep Paris qui nous permet d'ajouter un mana de la couleur de notre choix à notre réserve, mais aussi de remonter des cartes depuis le cimetière en sacrifiant un désert. Étant donné que c'est le seul qu'on va jouer, ça va nous coûter ce terrain-là. Boseju et Sokenzan sont quasiment des sorts déguisés en terrain. Boseju va venir détruire soit un artefact, soit un enchantement, soit un terrain non base d'un adversaire pour le prix d'un autre qu'il pourra aller tutoriser. Sokenzan permet de poser 2-1-1 incolore célérité qui peut venir reprendre l'initiative ou le monarque un coup moindre. Urborg et Yavimaya vont être nos terrains qui vont donner soit du noir, soit du vert aux 2 joueurs. Heaven va nous permettre de faire des tricks, notamment pendant les phases d'attaque, et de bloquer avec une 2-3 au lieu d'une 1-1 momentanément. On joue 5 terrains de base, en gardant à l'esprit qu'étant donné qu'on joue Tintit, ils doivent tous être différents. C'est donc pour ça qu'on joue une montagne, de marais, de forêt. Prenons un petit peu de temps pour détailler la stratégie de jeu midrange. Si on décompose les différentes stratégies en un cadran, on va avoir aggro, contrôle et combo. Quand on va se situer entre aggro et contrôle, on va être dans ce qu'on peut qualifier de midrange ou de tempo, en fonction de la densité de créatures ou de sorts qu'on va proposer. Flamefoot, ça va être un deck mid-range, va donc être entre 2 catégories, donc mid-range, qui va jouer principalement des créatures qui vont être intrinsèquement fortes, ne vont pas nécessairement suivre le plan de jeu, mais vont être impactantes individuellement. Flamefoot en lui-même, une carte qu'on peut qualifier de unfair dans sa capacité contourner la commande tax, donc nous impose de payer 2 manas supplémentaires pour chaque fois que notre commandant quitte la command zone. Mais cette capacité, ça a un coût, c'est le fait de devoir impérativement sacrifier un saprobion, qui en fait donc une de ses faiblesses. Le deck va très bien se relever de plusieurs removals, mais va avoir un peu plus de mal contre des Vrass qui vont vraiment remettre les pendules à l'heure. L'idée va donc être au niveau du plan de jeu de poser des dorks en early game, de placer le premier Slimefoot, d'échanger des ressources, de générer de la valeur en remontant notre Slimefoot ainsi que d'autres créatures qui pourraient y être passées depuis le cimetière. Ce deck a une forte capacité à proposer des plays unfair. Quand on va défausser un Landcycler au tour 1, faire une Reanimate ou un Animate Dead, c'est une séquence que si l'adversaire n'y est pas préparé, peut complètement perdre la partie sans s'y attendre. C'est aussi ça qui rend Slimefoot un excellent deck. La puissance d'un deck va vraiment se révéler en fonction du milieu dans lequel il évolue, donc en fonction du metagame dans lequel il va pouvoir se positionner. En l'occurrence, Slimefoot,
c'est un deck qui va assez bien se positionner dans le metagame actuel, mais qui va garder des match-ups qui vont être assez équilibrés. Il y a assez peu de très bons match-ups qui sont gagnés d'avance et assez peu qui le sont vraiment perdus. Je vais donc diviser cette catégorie en trois parties, avec les match-ups qui vont être plutôt positifs, équilibrés et négatifs. On commence avec les match-ups positifs. J'ai tendance à placer plutôt Yoshimaru comme un deck positif, étant donné que c'est un deck qui est assez agressif et linéaire. L'idée, c'est de disrupter Yoshimaru en early game, de proposer un board qui soit assez conséquent pour l'empêcher de rentrer trop de dégâts avec ses créatures légendaires. Celui qui a le toss va remporter un avantage qui va être assez considérable. Ça peut donc soit positionner le deck comme un match-up positif, soit un match-up even. Justement, en parlant de ça, le miroir, c'est une véritable partie d'échecs. Le but, c'est de poser du board, de disrupter celui de l'adversaire, de proposer des menaces tout en évitant de se faire coincer. Aragorn, dans sa version plus actuelle et assez tempo, va être un match-up relativement équilibré puisque ça va dépendre en fait, un petit peu comme le miroir, de qui va réussir à placer ses pions le mieux tout en évitant de perdre trop de ressources. On va assez facilement aller récupérer le monarque, mais par contre on va pouvoir se faire avoir des contre-sorts, des removals ou éventuellement des Vras. Félia va venir nous embêter un petit peu étant donné qu'elle peut exiler tous les jetons qu'on va poser avec sa phase d'attaque, mais par contre nous à côté on va avoir des créatures qui vont avoir des bodies assez conséquents et donc qui vont la dissuader d'attaquer, puisque étant donné qu'on va avoir beaucoup de capacité d'arriver en jeu, va avoir plutôt envie d'exiler les siennes, plutôt de nous faire bénéficier les nôtres, encore et encore. Satya, ça va être un petit peu plus compliqué qu'Aragorn, étant donné que c'est un deck qui passe beaucoup pour le board et qui peut mettre une pression assez rapide. Si on arrive à avoir un board suffisamment conséquent, on peut attendre Satya au tournant et réussir à s'en sortir. Flash, dans sa version anti-ETB, va venir nous embêter, notamment parce qu'on ne va pas pouvoir poser de jetons à l'arrivée en jeu, et étant donné qu'on a beaucoup de créatures avec des ETB, comme j'ai pu le dire contre Félia, ça peut nous embêter. Après, si c'est une version un petit peu plus burn, là, on va avoir une plus grande marge de manœuvre, étant donné que ça ne nous dérange pas nécessairement de perdre nos créatures, puisqu'on pourra les réanimer ultérieurement. Il faut simplement faire bien attention quand est-ce qu'on s'autorise de mettre Slimefoot au cimetière, sans avoir trop peur de perdre notre Saprobiante dans la foulée. Taille, c'est un deck contrôle tempo, et un petit peu à l'instar d'Aragorn, va proposer des menaces en échangeant des ressources. Lui, ça va être principalement à travers des contres, des removals. Taille joue quelques Vras qui peuvent vraiment nous handicaper, mais la capacité de Slimefoot à se remonter depuis le cimetière peut venir l'handicaper lui, lui faire perdre la partie. Norin, c'est un deck Red Deck Wins qui passe par le board, qu'on va pouvoir assez facilement bloquer avec nos jetons Saprobion. Pour le coup, ça va être un petit peu plus compliqué d'affronter Mono Rouge quand il s'agit de Feldon, qui est un deck to burn, et où on va avoir un petit peu moins le match-up. Inatrasios, en revanche, c'est le seul représentant vraiment combo créature du metagame actuel. Il peut vraiment partir en combo très rapidement, et c'est aussi le deuxième deck qui joue pas mal de Dork. Il va falloir bien garder des gestions pour ces pièces de combo, en continuant de développer notre plan de jeu, un Slimefoot posé en early, ensuite des cartes gardées pour réagir à ce que propose le deck, peut-être un excellent plan de jeu pour nous mener vers la victoire. Pour le coup, Hard Control reste quand même un match-up assez négatif, notamment avec la densité de contre-sorts, de removal et de Vras qu'ils vont proposer. Traxa, une fois qu'elle est résolue, on ne peut plus du tout passer au board, sauf avec des petites filouteries à base de Headliner, Scarlet. Si vous êtes curieux de voir un petit peu comment va se positionner le deck et quels sont les match-ups, j'ai réalisé un certain nombre de deck tech et une belle quantité aussi de shorts qui vont synthétiser les différents decks que je viens de vous présenter. N'hésitez pas et regardez sur ma chaîne Totoro MTG. C'était le petit instant promo avant qu'on reprenne avec l'actualité du deck. On peut également parler de son historique. Slimefoot, c'est un deck qui est sorti en 2023, qui n'a pas spécialement fait d'émule au début. Je fais partie des joueurs qui ont vu un certain potentiel, mais je m'étais trompé d'approche. Moi, j'étais parti plutôt sur une version combo, avec des cartes comme Phyrexian Altar, Inax et Hoarding Broodlord. Ça nous permettait de partir en combo avec Slimefoot. Ensuite, on a eu certains joueurs qui nous ont révélé une autre approche, plutôt agressive ou mid-range, qui sont devenus plutôt la norme actuellement. Slimefoot, c'est un excellent contender au format, parfois un petit peu dans la limite avec ses lignes de play qui sont parfois vraiment unfair. On verra si le comité décide de le bannir, notamment parce qu'il a une capacité qui permet de contourner la commande tax. D'ici là, Slimefoot, ça reste vraiment un excellent deck au format et de mon point de vue, ça reste le meilleur deck du format. Il faut faire quand même attention puisque en étant le meilleur deck du format, naturellement, les autres decks vont rentrer des decks qui vont venir disrupter notre plan de jeu. Donc ça va rentrer principalement gestion de cimetière pour exiler Slimefoot et éviter qu'il réactive ses capacités. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Slimefoot en Duel Commander. Je tiens vraiment à remercier Rafik qui m'a aidé pour l'élaboration de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire. C'est très précieux pour moi. Je vous dis à bientôt, c'était Totoru.